Le cancer. Une pensée vertigineuse qui bouleverse une vie, traverse le quotidien, transforme les relations et réinvente les priorités. Mais derrière ce mot, il y a avant tout des histoires, des visages, des voix humaines et singulières. Bienvenue dans Le Cancer et moi. Un podcast où nous tentons de mettre des mots sur la maladie et ses réalités sociales. Derrière un diagnostic de cancer, ce n'est jamais un seul médecin qui intervient, mais bien toute une équipe. Oncologue, chirurgien, radiothérapeute, infirmière, kinésithérapeute, psychologue, pharmacien. Chacun apporte son expertise, mais aussi sa manière d'écouter, d'expliquer, de rassurer et d'accompagner. Car si la médecine soigne la maladie, la relation humaine, elle, aide souvent à traverser l'épreuve. Comment la relation de confiance se crée entre les patients et les soignants ? Comment décrire ce lien qui les unit ? Comment ont évolué les pratiques des professionnels de santé au contact des patients ? Vous allez entendre les témoignages de Cécile, Sophie et Johanna, toutes les 3 patientes. Vous allez également entendre les professeurs Yann Touchefeu, Emma Asti-Sagachian, Anne Poulain, kinésithérapeute, et Alexandra Bost, infirmière de coordination. Ils vont vous raconter, chacun à leur manière, ce qui fait la force, mais aussi parfois la fragilité de cette relation si particulière. Cécile est suivie depuis 5 ans par son oncologue. De toute façon, la relation que j'ai avec mon oncologue, c'est que je pense parfois être un cauchemar pour lui parce que je lui répète toujours les mêmes questions. Donc, mais pour moi, c'est très important en tout cas tant que j'ai pas de réponse, en fait, je continue de poser les questions. Donc je pense que j'ai passé 12 mois à lui poser les mêmes questions, mais il est d'une patience absolument infinie. Et il me répond très souvent des choses similaires. Parfois, il essaye d'imager parce qu'il doit se dire bon, n'a pas compris encore. Mais moi, j'ai toujours été dans une relation avec lui où je lui pose des questions. C'est ce type de dialogue-là qu'il faut avoir. Ils ont un métier qui est éminemment complexe. Ils ont à la fois des protocoles, mais des situations très particulière en face. Ce que j'ai vraiment bien vécu et ce à quoi je suis même encore profondément attachée, c'est cette franchise, cette transparence et le dialogue permanent, ne rien cacher, tout aborder et répéter systématiquement les questions qu'on se pose, même si c'est pour la 30e fois. Ils savent qu'on va les poser 30 fois. C'est pas grave. Ils sont habitués, ils savent faire avec. Donc pour moi, c'est vraiment important de se mettre sur un pied d'égalité. Ils savent énormément de choses, mais il n'y a aucune raison pour lesquelles ils ne doivent pas les expliquer. Ça a été salvateur, en fait, de comprendre, enfin en tout cas d'essayer de comprendre, parce qu'il y a d'ailleurs des choses que je comprends toujours pas. Hein. Enfin bon, évidemment, je suis pas médecin, mais c'est pas grave. J'ai quand même envie qu'on me les explique. Et en tout cas, voilà, cette relation très sincère, fluide, et ne pas avoir de tabou avec les équipes médicales, que ce soit les médecins ou que ce soit les infirmières d'ailleurs, c'est extrêmement important. Ça sécurise, ça motive. Donc voilà, je pense que ça c'est ce que j'ai retenu moi de mon parcours. Une infirmière, c'est pas juste quelqu'un qui soigne, c'est quelqu'un qui prépare aux soins. Et la façon, moi, dont j'ai été préparée aux soins, j'estime que c'est en effet extrêmement précieux. Donc oui, j'ai eu cette chance-là. Et je trouve que c'est vraiment 80% du ressenti. Au final, quand on sort de cette première séance de chimio, c'est grâce aux infirmières, quoi. Et encore une fois, l'oncologue et l'infirmière ont des rôles différents. L'oncologue rassure, mais reste en fait dans le métier. Et c'est normal, c'est son rôle, parce que pendant qu'on a rendez-vous avec l'oncologue et pendant qu'il explique les chimios, lui, il est dans son métier. Il rassure, mais il rassure médicalement. Alors que les infirmières, c'est humain. Elles rassurent personnellement. Et c'est l'énorme différence et complémentarité. Et l'un va pas sans l'autre. Enfin, vraiment, les deux, pour moi, sont complètement
imbriquées. On peut pas aller pour moi, on peut pas bien vivre une chimio si on n'est pas dans un état d'esprit de ça va bien se passer et ces gens-là vont prendre soin de moi. Je me rappelle très bien d'ailleurs du fauteuil où j'ai été assise. Et au moment où je m'assois, donc j'avais pris mon café, j'avais bien compris que les gens étaient très sympas, qu'on allait parler d'autres choses, tout ça. Donc ça allait, mais bon, j'étais quand même encore un peu tendue, quoi. Et là, je vois rentrer des anciennes patientes. Enfin, je comprends que ce sont des anciennes patientes qui arrivent. Et comment ça va? Qui font la bise aux infirmières? Et comment va ton bébé? Et comment va ta fille? Et au fait, mais j'adore ta veste. Ces chaussures sont incroyables, et qui commencent comme ça à discuter, et les infirmières qui disent « Ah, mais ça fait longtemps qu'on vous a pas vu !» Oui, évidemment, elle a fini sa chimio, mais mais c'est tellement gentil de le dire, en fait. Et du coup, je comprends, tout à coup, pour moi, c'est une révélation, c'est de me dire, en fait, ok, t'es parti pour 1 an, ça va être ton nouveau lieu de vie. Allons-y, quoi. Interagissons. Enfin, je savais, ça va être pas mes meilleurs amis, mais mes meilleurs alliés, en fait. Donc, du coup, et là, je me dis tout d'un coup, oui, ces gens-là, en fait, sont super, quoi. Ils sont super intéressants. Et vu le temps que je vais passer à venir ici, autant que ça se passe bien. Et voilà. Et j'ai compris ça. Et maintenant, je fais la même chose. C'est-à-dire que quand j'y vais, je passe les voir. Je passe les voir, j'entre dans la salle de chimio et je dis bonjour à tout le monde et machin, nanana. Donc, pour aider à votre tour, ou permettre à une personne, par exemple, qui sera en première chimio de vivre bien. Exactement. Je me dis, ça peut peut-être le faire. Et puis, je suis authentiquement attachée à savoir comment va la fille de Constance. Parce que Constance, elle a eu son bébé quand moi, elle est partie en congé maternité, etc. Donc, je dis pas que c'est des liens d'amitié parce que ça peut pas, mais c'est des liens d'humanité. Un lien de confiance s'installe donc entre l'oncologue et le patient. Mais parfois, il arrive que ce lien soit ébranlé ou même rompu. Yann Touchefeu, professeur d'hépato-gastro-entérologie au CHU de Nantes, dans le service d'oncologie médicale. Ça arrive qu'un patient change de médecin pour un problème de relation. J'ai l'impression que souvent, ce qui est le plus reproché, c'est le temps de la consultation. C'est rarement le médecin m'a pas compris, le médecin m'a vu en 10 minutes, j'ai pas eu le temps de lui dire ce que je voulais. Quand les patients sont vus en 5 ou 10 minutes, alors c'est pas un reproche pour mes collègues qui font des consultations de 10 minutes, parce que on a tous des contraintes, mais c'est vrai que un patient qui a fait 1 heure de trajet, une demi-heure d'attente dans la salle d'attente et qui est vu en 10 minutes, s'il a pas eu le temps de dire ce qu'il voulait dire, il peut pas bien vivre la situation. Il y a forcément l'impression d'un raté quelque part. C'est pas le cas pour tout le monde, parce que on fait des consultations de 10 minutes. C'est pour dire vous allez très bien, tout est très bien, on se revoit dans 6 mois, tout est parfait. Une consultation peut durer 10 minutes. Je dis pas que toutes les consultations doivent durer 1 heure, mais les patients qui ont des choses à dire et qui sortent en se disant j'ai pas eu le temps de dire ce que je voulais dire, là ça rompt la confiance. Alors c'est possible 1 fois, 2 fois. Mais ça peut amener à changer de praticien et en général changer d'hôpital, de centre. Quelle que soit la situation, et plutôt en consultation, quand on pose l'indication des traitements, c'est quand même important de connaître, de se rappeler quel est l'objectif du traitement. Dans une situation métastatique, par exemple, où on n'a pas d'objectif de guérison dans la majorité des cas, les objectifs sont assez clairs, c'est d'augmenter la durée de vie et d'augmenter la qualité de vie. Ça, faut que ce soit bien dit à la consultation, sans donner de chiffres, mais l'objectif, c'est de vivre le plus longtemps possible, où les patients sont plutôt d'accord, et le mieux possible, et là, les patients sont très d'accord. Alors, et ça, si on veut avoir cet élément de vivre le mieux possible, il faut qu'on se donne un peu les moyens de l'évaluation. Alors, dans les essais cliniques, il y a des questionnaires à remplir, ce qu'on ne fait pas en pratique courante. Ça, c'est pas de la pratique courante, mais il y a des moyens assez simples de savoir si la qualité de vie est assez satisfaisante. Et à partir du moment où on aborde ce sujet de la qualité de vie, c'est la porte ouverte à dire votre traitement, je tolère pas du tout, je peux rien faire, je sens plus mes pieds. Et ça, c'est important. Alors, faut l'aborder en consultation, cette qualité de vie. Alors, moi, j'ai assez l'habitude de demander aux personnes que je vois, c'est surtout valable pour les consultations de début de semaine, je leur demande qu'est-ce que vous avez fait ce week-end. Alors maintenant, ils commencent à avoir l'habitude de me répondre, mais c'est vrai que la première fois, ils sont un peu surpris. Pourquoi ils me demandent ce que j'ai fait ce week-end
On n'est pas là pour leur parler de ça, on est là pour parler de mon scanner. Bon, en fait, moi, c'est pas que je veux absolument savoir s'ils ont pêché des bigorneaux le week-end ou pas. Mais si je sais qu'ils sont allés à la pêche aux bigorneaux, je sais que la neuropathie au niveau des pieds, c'est sans doute gérable. Et puis, s'ils sont allés fêter l'anniversaire ou le mariage de la cousine, et puis qu'ils sont allés à la pêche aux bigorneaux le dimanche, je me dis que malgré la chimiothérapie, ils arrivent quand même à faire des choses. Par contre, le patient qui semble pas se plaindre de grand-chose, qui a l'air d'être plutôt souriant, on aura envie de se dire tout va bien, hein, puis le scanner va bien en plus. Et puis, mais quand on lui demande, vous avez fait quoi ce week-end? Rien. Non, il y avait un mariage, mais je suis pas allé parce que j'ai 10 selles le matin, je suis incapable de sortir de chez moi. Et là, on se dit il y a quand même un problème. Ça, c'est pas marqué sur le scanner, c'est pas marqué sur la prise de sang, c'est pas marqué sur la tête de la personne non plus. Mais il n'a pas fallu creuser beaucoup, hein, juste avec une question, qu'est-ce que vous avez fait le week-end? Hop. Et là, on parle du transit et le traitement vous donne de la diarrhée, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est important de toujours sonder quel est l'impact des traitements sur la qualité de vie, et ça se fait avec des questions très simples. Oui, parce que la vie quotidienne, c'est l'objectif du traitement. L'objectif du traitement, c'est pas que la tumeur est réduite de 30% au scanner. Ça, on aime bien voir ça, mais l'objectif du traitement, c'est que le patient, comme je leur dis, ait la vie la plus normale que possible chez quelqu'un qui a une chimiothérapie pour un cancer. Je leur dis pas que l'objectif est d'avoir une vie normale, parce qu'ils vont voir ça comme quelque chose d'impossible, et donc ils vont se dire, ça sera un échec total parce que je n'aurai plus ma vie normale, mais la vie aussi normale que possible. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compris. Et on s'y fixe, hein. Ça peut être dans le choix du jour de la chimiothérapie. Moi, je leur demande toujours, est-ce qu'un jour dans la semaine, c'est pas possible pour vous? Parce qu'il y a bridge, parce que il y a l'amicale de quelque chose, parce que le mercredi, les grands-parents, je demande toujours le mercredi, est-ce que vous gardez les enfants? Je peux pas toujours promettre, hein, parce que les programmations d'hôpitaux de jour sont ce qu'elles sont, hein. Il y a des limites, mais ça fait partie de la prise en compte de la vie de tous les jours, de demander si le mercredi les grands-parents sont pas occupés par les petits-enfants. Bon, c'est cet exemple-là, ça peut en être d'autres. Pour les patients qui travaillent, on leur demande s'il y a des jours qui les arrangent. C'est souvent le vendredi après-midi parce que la semaine est terminée. Mais il faut prendre en compte cette vie de tous les jours, parce que si on arrive, qu'on impose un traitement et que pas de chance, la chimiothérapie tombe le jour de la piscine, il y aura plus de piscine. Et donc ça, c'est un peu dommage. Et les patients aiment bien ça, parce que ça n'empêche pas de parler d'autres choses. Et on peut annoncer des mauvaises nouvelles et quand même parler de la pêche aux bigorneaux à la fin de la consultation, hein. C'est parce que cette vie de tous les jours, elle est indissociable du projet de soins et des projets de chimio ou d'immunothérapie qu'on peut proposer aux patients. Dès qu'on rajoute de l'humanité et de la vie quotidienne dans un échange entre deux personnes, forcément c'est bénéfique, hein. Faut pas aller trop loin non plus, hein. On n'est pas là pour se faire des copains, mais apporter de l'humanité dans cette consultation, c'est pas un petit plus, enfin c'est vraiment un objectif, ça doit faire partie intégrante. C'est la différence entre un médecin humain et une intelligence artificielle ou une machine. Ou Internet. Sophie est infirmière en psychiatrie. Elle a découvert être atteinte d'un cancer métastatique des ovaires en 2023. Son oncologue lui présente alors, pour son protocole de traitement, un essai clinique. Alors en fait, le protocole, donc c'est le chirurgien qui m'en avait parlé dans un premier temps. Et moi, j'ai reçu ça comme quelque chose d'une évidence. J'ai pas le souvenir qu'il ait parlé d'études, mais en réalité, c'était une étude. Mais peut-être que j'ai zappé, hein, très franchement, je sais pas. Et voilà, bon après il y a eu toute l'histoire de la chirurgie, du post-opératoire, ça a été compliqué parce que j'ai eu une complication qui a fait que j'ai dû être réhospitalisée, et donc j'arrive au rendez-vous avec l'oncologue. C'était un premier long rendez-vous, si je me souviens bien, pour m'expliquer ce qui allait être tout le protocole, le traitement, les effets secondaires, le déroulement. Et que c'était un document que je devais signer avec différentes parties et une introduction aussi. Et c'est dans l'introduction en fait que j'ai compris que c'était quelque chose que je n'étais pas obligée d'accepter. Et il était même mentionné que je n'avais pas d'explication à donner sur mon refus, que je ne serais pas jugée, que de toute façon il y aurait d'autres traitements qu'on pouvait me proposer, etc., etc. Voilà. Et donc, ce qui a été compliqué, je pense que c'était au deuxième rendez-vous,
Donc le premier a été chouette, j'en garde un bon souvenir parce que on m'avait très bien expliqué les choses. Ça avait duré 1 heure. J'avais pas de questions particulières parce que j'avais bien tout compris. Ça m'avait semblé quand même beaucoup d'informations, beaucoup de choses à enregistrer, à remettre dans l'ordre. Ça supposait une phase d'assimilation, hein, parce que c'est quand même beaucoup d'éléments. Voilà, l'oncologue m'avait écrit des choses, moi j'avais pris des notes, voilà. Et quand je l'ai revu la 2e fois, en fait, c'était un rendez-vous plus court qui était prévu, et c'était pour répondre éventuellement à des questions. Et j'ai compris que c'était pour que je remette, les documents signés, quoi. Et en fait, quand je suis arrivée à ce 2e rendez-vous, donc c'était après ma 2e hospitalisation pour ma complication, j'étais très déprimée, j'avais des idées suicidaires et que j'ai évoqué d'emblée au rendez-vous parce que l'oncologue m'a demandé comment j'allais. Et je lui ai dit que j'allais pas bien, que j'avais des idées suicidaires avec des scénarios en plus, et que j'allais prendre un rendez-vous, je crois, avec mon médecin généraliste pour que il me prescrive des antidépresseurs. Et en fait, l'oncologue, cette partie-là, ça l'a pas intéressé du tout. Il a complètement balayé ça et quand j'ai enchaîné sur le fait que après étude, je voulais pas intégrer cette étude qui m'était proposée. Là, je crois qu'il s'y attendait pas du tout, en fait. Ce que je peux me dire a posteriori, c'est que peut-être il est pas habitué à ce qu'on refuse, ce qui est proposé d'emblée comme ça, comme une évidence, quoi. Hein, je sais pas. Donc il m'a demandé, je me souviens qu'il m'avait demandé si j'en avais parlé à d'autres personnes, si j'avais échangé sur cette question-là avec d'autres personnes. Donc je lui ai dit que j'en avais parlé à mon compagnon, que j'en avais parlé à une amie qui est assez proche, qui est infirmière aussi, et qui a aussi un cancer, qui a été traité pour un cancer du sein. Voilà, et ça m'avait suffi en fait, en plus de la lecture, pour me faire un avis, quoi. Et en fait, j'avais compris que l'étude supposait un traitement supplémentaire au traitement de base qui entraînait des effets supplémentaires potentiels, hein, pas assurés mais potentiels, et que donc ça s'ajoutait au reste, et qu'en plus il y avait des protocoles de surveillance, hein, évidemment, dans le cadre d'une étude. Et donc j'avais compris tout ça, et j'étais passée déjà par des choses tellement difficiles pour moi, hein. Quand on compte la chirurgie, le post-opératoire, la complication, ça a été 10 jours de plus d'hospitalisation avec 3 jours en réa pour poser un drain pleural, plus mon moral qui était dans les chaussettes. Eh ben, en réalité, je me sentais pas suffisamment forte pour accepter cette étude. Et l'oncologue, je pense, n'était pas prêt à recevoir ça, quoi. Et en fait, donc il m'a demandé à qui j'en avais parlé, et puis je pense qu'il a essayé de me convaincre de changer d'avis lors de cette consultation. Et en fait, j'étais un peu sidérée parce que moi, je m'attendais pas, je pense, à sa réaction. Je voulais qu'on entende mon choix et qu'on le respecte, tout simplement. Ouais, tout simplement. Alors, je me souviens qu'à la fin de cette consultation, il m'a même demandé quelle profession je faisais. Donc, il se souvenait pas que j'étais infirmière. Je sais pas pourquoi il m'a posé cette question. Peut-être qu'il a eu une inquiétude ou qu'il a, je sais pas, comme ce qui s'est passé dans sa tête. Je lui ai pas posé la question à ce moment-là. Voilà. C'est pas que je refusais le principe d'une étude. Je pense que j'ai l'esprit assez ouvert pour pas refuser ce genre de choses, mais c'était pas dans mes possibilités à ce moment-là. Je suis rentrée chez moi, j'étais très mal, hein. J'étais très mal. Et en fait, j'ai vu mon médecin généraliste le jour même ou le lendemain. Je me souviens plus exactement.
Et ça a été très bien parce que j'avais suffisamment confiance en lui pour lui parler de ce qui s'était passé. Et il l'a très bien reçu. Il n'a pas du tout eu de critique à cet égard. Et je me souviens, je sais pas pourquoi, il m'a demandé d'être indulgente avec l'oncologue. Voilà, c'est peut-être la solidarité entre médecins qui s'est exprimée comme ça à ce moment-là. J'en ai parlé à des amis, à mes proches évidemment, pas à tout le monde, mais à certains. Et certains m'ont conseillé de changer d'oncologue. Et j'ai réfléchi évidemment à cette question. Et j'ai finalement fait le choix de continuer avec lui. J'ai jamais pu réaborder complètement tout ce qui s'était passé. Ça a été réabordé un peu, je dirais, en pointillé, parfois par allusion. Et puis à l'occasion d'une nouvelle étude qui m'a été présentée bien plus tard et dans laquelle je suis actuellement. Mais j'ai fait la part des choses, quoi, en fait, c'est ça. J'ai fait la part des choses et je me suis dit, bon, il a quand même de l'expérience. T'as commencé avec lui, tu vas continuer. Et puis si ça se passe pas bien, il sera toujours temps de changer, quoi. Et ça n'a pas été évident les fois suivantes. Ça a été parce que moi, évidemment, j'arrivais avec quelques a priori en tête. Lui, je sais pas. Ce que j'ai réalisé, c'est très franchement, j'ai réalisé qu'il enchaînait beaucoup les patients, qu'il me remettait pas forcément complètement avec tous les détails en tête de ce qui s'était passé. Donc voilà, ça je l'ai compris aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de patients à l'hôpital et ils ont des journées chargées. C'est pas évident pour eux. Donc voilà, il y a des choses que je peux comprendre. Et puis j'ai toujours réussi à poser toutes les questions que j'avais. Parce que là-dessus, je pense que globalement, je suis assez tranquille avec ça. Donc tant qu'on n'a pas répondu à toutes mes questions, je continue. Après, on n'a pas toujours de réponse aussi claire qu'on le souhaiterait. Quand on pense aux professionnels de santé dans le cadre d'un cancer, on pense évidemment aux oncologues et aux infirmières. Mais au-delà des médecins spécialistes, de nombreux professionnels participent au parcours de soins. Infirmières de coordination, infirmières de pratique avancée, psychologues, sexologues, kinésithérapeutes. Cette collaboration permet d'offrir une prise en charge personnalisée qui répond à la fois aux besoins médicaux, mais aussi aux conséquences physiques, psychologiques et sociales de la maladie. Anne Poulain est kinésithérapeute et accompagne notamment beaucoup de patientes atteintes d'un cancer du sein. Au gré de ses nombreuses années de pratique, elle est témoin de l'évolution des rapports entre les soignants et les patients. Pour moi, les patients qui ont des cancers, qui sont en traitement ou en post-traitement, ils ont réellement besoin qu'on soit à côté d'eux. Ils ont besoin qu'on les accompagne. Un patient lambda avec une entorse de cheville, lui, il va retourner faire du sport. Moi, ce que je veux, c'est que mon patient puisse reprendre une vie normale et il a besoin d'être accompagné au quotidien, que ce soit avant, pendant ou après les traitements. Quand je reçois une patiente, je dirais qu'elle se lâche, qu'elle libère un petit peu les chevaux. Souvent, elles sont dans une spirale un peu angoissante. Et en fait, le fait de les accueillir avec le sourire, en étant sereine, en blaguant un petit peu, etc., ça leur permet de se poser. Donc, en général, je sais tout dans le couple, dans la famille, de A à Z. Je suis une éponge à émotions. Je les fais pleurer quand je les oblige à parler. Mais elles ressortent, elles sont toujours beaucoup plus sereines et beaucoup plus tranquilles. Et pour moi, c'est important. C'est un côté psychologique de ma profession que j'adore, que je ne trouve pas dans une entorse de la cheville. Les rapports se sont totalement modifiés. Ça fait donc 43 ans que je fais ce métier. Et ça n'a plus rien à voir. On n'a plus ce système de hiérarchie, C'est vraiment maintenant, d'abord, les patients osent poser des questions aussi, mais les médecins ont aussi beaucoup changé et sont beaucoup plus proches des patients, font beaucoup plus attention. Ouais, le monde a vraiment changé, le type d'intervention a changé. La médecine a changé du tout au tout en 40 ans, ça c'est évident.
Alors, autant je pense que les généralistes ont moins en moins de temps, autant sur les oncologues et les radiothérapeutes, et même les chirurgiens oncos, je trouve qu'ils prennent le temps d'expliquer à leurs patients, ce qui n'était pas le cas avant. Puis maintenant, les gens, alors c'est sans doute l'apport d'Internet et des réseaux sociaux, les gens vont chercher les mots. Avant, les gens, ils savaient pas. Maintenant, ils vont chercher, donc ils demandent des explications qu'ils ne demandaient pas avant. Et ça, je trouve ça bien. Moi, je suis étonnée, enfin particulièrement au niveau des cancers du sein, il y a une amélioration extraordinaire. Avant, moi, les premiers cancers du sein que j'ai vus, la cicatrice, elle partait du bas du sein, elle passait tout le long du pectoral, elle allait à l'épaule. On enlevait quasiment toujours la chaîne ganglionnaire dans son ensemble. Maintenant, on fait une petite cicatrice sur le sein, une petite cicatrice dans le bras, on tient compte des sens de traction et on enlève le ganglion des sentinelles pour voir. Ça a complètement modifié les choses. On n'a plus des gros bras comme on avait autrefois, on n'a plus ce genre de choses, et des épaules bloquées, des épaules douloureuses à vie. Ça n'existe quasiment plus. Je dirais à la jeune génération qui arrive sur le marché de la kinésithérapie, si vous voulez vous occuper de gens comme ça, faites-le avec le cœur. C'est la seule solution. Et en fait, faites-le avec vos tripes. Moi, ça me prend aux tripes quand je vois... Et pourtant, j'ai perdu des patientes. C'est terrible de perdre une patiente. Mais à côté, il y a l'autre qui attend. Donc, on se remet sur ses petits pieds, puis on redémarre. Mais surtout, faites les choses avec le cœur. Faites les choses avec vos tripes. Je crois que c'est la meilleure des solutions. À mon avis, on ne peut pas être kinésithérapeute et ne pas être empathique. Alors, c'est un peu le souci que moi, j'ai avec la jeune génération. C'est qu'ils arrivent et qu'ils pensent qu'ils vont soigner un genou. Non, on ne soigne pas un genou ou une cheville. Pour l'entorse de cheville, on soigne un humain. Dire que sur une entorse de genou de Teddy Riner, 3 fois champion olympique, 11 fois champion du monde, je ne vais pas agir comme Madeleine, 85 ans, qui est tombée dans son escalier. On peut pas du tout. Donc on ne soigne pas un genou, on soigne un être humain. Et ça, c'est hyper important. Au-delà des compétences médicales, la dimension humaine occupe une place essentielle dans le parcours de soins. Une relation qui se construit autant grâce à l'engagement des soignants qu'à la confiance que leur accordent les patients. Le professeur Mahsti Sagatschian est chef d'oncologie de l'hôpital américain de Paris. Alors sur la question du lien entre médecin, patient, il y a évidemment des liens extrêmement forts qui se créent parce qu'en plus il y a des enjeux majeurs. D'efficacité de traitement ou pas d'efficacité de traitement, d'annonce. En permanence, nos patients subissent des examens dont on va et puis ils attendent les résultats de ces examens. Ils sont vraiment pendus à vos lèvres sur ces résultats. Et en fait, vous rythmez toute leur vie. Et donc, on est un peu... c'est nous qui donnons finalement le ton en permanence. Et ça crée des liens extrêmement forts. Alors, les patients, ils mettent leur vie entre nos mains, mais ils la mettent vraiment, voyez. Et en fait, ça crée si la relation de confiance ne se crée pas, de toute façon, ça ne peut pas marcher. C'est la fameuse alliance thérapeutique. Il y a 20 ans, enfin, ça fait 25 ans que je fais de l'onco. Il y a 25 ans, je pleurais quand je perdais mes patients. Je pleure toujours quand je perds mes patients. Alors, pas tous aussi. Il faut avouer, on est aussi des êtres humains. Et moi, je m'attache plus à certains patients, peut-être parce qu'ils se sont plus attachés à moi. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est assez réciproque, cette relation. Et en fait, si le patient vous donne tout, vous fait hyper confiance et tout, nous, on les porte, quoi. Et forcément, c'est comme avec les enfants, vous les portez, et finalement, vous les aimez parce que vous faites tellement de trucs pour eux et que vous les avez tellement portés. Évidemment, il y a une relation affective très forte. Ça m'émeut d'en parler. Le cancer reste une maladie qui touche majoritairement des personnes âgées. Mais depuis plusieurs années, les chercheurs observent une augmentation de certains cancers diagnostiqués avant 50 ans. Un phénomène confirmé en France par Santé publique France et l'Institut national du cancer, dont les causes font encore l'objet de nombreuses recherches. Pour les soignants, cela peut entraîner un phénomène d'identification aux patients qui rajoute de la complexité dans le suivi médical. Professeur Yann Touchefeu, hépato-gastro-entérologue au CHU de Nantes dans le service d'oncologie médicale.
Alors maintenant, en cancérologie, que ce soit en cancérologie digestive ou pour tous les autres cancers, on voit de plus en plus de patients de tous les âges. Hein. On lit souvent que le cancer, c'est principalement après 50 ans. C'est d'ailleurs après 50 ans qu'on a les campagnes de dépistage essentiellement. Mais maintenant, le sujet des cancers, des sujets jeunes, qui par définition à moins de 45 ou 50 ans, c'est un sujet d'actualité en médecine et c'est ce qu'on voit en pratique. Donc maintenant, dans nos consultations, on n'a pas que des patients de plus de 50 ans, on a des patients de plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est plus du tout anecdotique comme ça pouvait l'être auparavant. Dans la relation entre un patient et un médecin, le problème d'identification, c'est très fréquent et ça a plusieurs niveaux. On pense toujours, si le médecin a 40 ans devant un patient de 40 ans du même sexe ou pas, qui a à peu près la même problématique des enfants du même âge, forcément on s'identifie. Hier je voyais un couple de personnes âgées de plus de 80 ans. C'est le mari qui était malade, un cancer. Se posait la question, est-ce qu'il faut opérer ou pas opérer? L'épouse a demandé, si c'était votre père, qu'est-ce que vous feriez? Donc cette identification, finalement, elle arrive même aussi dans la relation. À un moment où on s'y attend pas, donc on doit réagir évidemment. On n'est pas censé vraiment répondre parce qu'on n'est pas censé aller trop loin dans cette identification. Mais c'est vrai qu'on peut s'identifier aux enfants, aux grands-parents, et les patients même nous renvoient ce problème d'identification en l'intégrant là pour le coup, comme dans ce cas hier, pleinement dans la consultation, parce que on devait prendre en compte cette identification pour essayer de répondre à la problématique du jour. Et donc cette identification, elle ne doit pas trop nous influencer, parce que on n'est pas là pour traiter un frère, un copain, ou son propre père ou sa propre mère. D'ailleurs, c'est très déconseillé quand on est médecin de traiter les membres de sa famille, parce que on se traite assez mal globalement. Et donc cette identification, on doit beaucoup la garder pour nous en fait. On ne doit pas la faire transparaître. Mais c'est sûr que quand on rentre le soir à la maison, on est forcément plus affecté par l'annonce d'un cancer où on se dit, clairement, ça aurait pu être moi. On regarde la date de naissance, c'est la même que moi. Enfin, donc ça, c'est quelque chose qui vient complexifier la relation. Depuis 20 ans maintenant, une nouvelle composante s'immisce de plus en plus dans la relation patient-soignant. Internet. Aujourd'hui, avant même de pousser la porte d'un cabinet médical, beaucoup de patients ont déjà effectué des recherches sur Internet. Symptômes, traitements, forums, réseaux sociaux, l'information est partout. Si c'est une évolution qui favorise une participation plus active des patients, elle soulève aussi de nouveaux défis autour de la fiabilité des informations et du dialogue avec les professionnels de santé. Internet, c'est vraiment un élément qui est assez récent dans la relation entre le médecin et le patient. C'est presque ce que je disais, un ménage à trois, parce que c'est finalement Internet, c'est parfois presque quelqu'un qui est là, mais qui parle pas, mais on sait qu'il a été consulté. Pas toujours le patient, ça peut être les enfants du patient, par exemple, et ça, les patients nous le disent. Alors mon fils a regardé sur Internet, il pense que Internet, c'est un outil d'information qui est utilisé par les patients, mais aussi beaucoup par l'entourage. Et ça, on y pense pas, mais du coup, c'est l'entourage, c'est les enfants, on regarde Internet et qui vont donner une information qui est parfois pas la même que ce qu'on a donné. Il t'a pas parlé que fallait pas manger de sucre, le médecin. Et donc nous, notre rôle, c'est d'avoir conscience de la présence d'Internet. Et moi, j'ai tendance à aborder un peu le sujet. C'est vrai qu'en consultation, il y a assez souvent une question qui arrive sur le pronostic de la maladie. Et là, moi, j'ai souvent l'impression que les patients, en fait, ont déjà eu une information. Je leur demande souvent, vous avez regardé Internet? Alors certains disent oui, certains disent non. Quand ils disent non, je ne sais pas si c'est vraiment non ou pas. Mais c'est l'occasion, en tout cas, à ce moment-là, d'en parler et de dire, vous verrez sur Internet, vous verrez des chiffres. Les chiffres, ça peut être des chiffres canadiens, des chiffres australiens. Ce sont des médianes en statistique, donc vous n'êtes pas une statistique. Et ça, c'est l'occasion d'en parler, par exemple. Et les patients peuvent ne pas trop savoir à qui se fier. Et donc là, notre rôle, c'est un peu de modérateur, de pas nier en bloc et de rejeter Internet, parce qu'on a le droit d'avoir les sources d'informations qu'on veut. Et sur Internet, il y a des choses très bien. Mais par contre, les patients, eux, ne savent pas faire le tri entre ce qui va les aider, ce qui est complètement bizarroïde, ce qui est fondé par des preuves, ce qui est complètement arbitraire. Enfin,
Sur Internet, les données du traitement sont souvent assez fiables, par contre. C'est vrai que si on voit sur Internet, j'ai un cancer du côlon, j'ai un cancer du foie, quel est le traitement, les données seront assez fiables sur Internet, l'immunothérapie du cancer du foie. Enfin, c'est pas forcément sur le traitement qu'il y aura le plus de travail d'information à faire. Par contre, sur tout ce qu'il y a autour, sur les régimes, l'activité physique, pas tellement, parce que c'est assez consensuel qu'il faut faire une activité physique, mais sur les régimes avant chimiothérapie ou les régimes sans sucre, c'est un grand classique du sucre, parce que le sucre est connu pour alimenter les cellules cancéreuses. Donc là, il y a un travail de pédagogie à faire parce que c'est une information. Et puis pour tous les traitements autour du cancer, pour prévenir les toxicités des traitements, des compléments nutritionnels. Donc il y a beaucoup de choses que les patients prennent souvent sans nous le dire d'ailleurs, puis on ne sait jamais. Mais moi je pense que c'est important de poser la question parce que certaines médecines, certains compléments peuvent poser problème avec certaines chimiothérapies. En termes d'interaction de médicaments, donc dans les essais thérapeutiques, par exemple, c'est souvent clairement demandé de dire aux patients qu'il ne faut pas prendre certains produits qui ont des incompatibilités. Et donc, si on ferme complètement les yeux sur Internet et qu'on ne veut pas se lancer dans la discussion, on passe à côté de différentes choses. Et puis d'ailleurs, les patients sont globalement contents qu'on leur parle d'Internet parce que c'est quelque chose qu'ils utilisent, mais ils osent pas trop le dire parce que peut-être que le médecin le prendrait mal. Ça pourrait être perçu comme un manque de confiance. Donc au contraire, je pense que les patients, moi, quand je leur parle d'Internet, je leur demande s'ils utilisent Internet comme source d'information. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont contents que je leur en parle parce que ce n'est plus un sujet tabou, mais un sujet dont on peut parler. Et récemment, j'ai vu un jeune patient qui avait une liste de 10 infos sur Internet de choses qu'il avait achetées, des choses parfois un peu bizarroïdes quand même. Mais j'ai fait le tri entre ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je vous le conseille pas. Ça c'est 200 €, c'est carrément une arnaque, ça servira à rien. Et on a pu discuter. Il était content de la relation. Il a rayé dans sa liste ce qu'il fallait pas faire. Il a entouré ce qui était bon pour lui. Et j'avais senti quand même un soulagement dans la possibilité d'en avoir discuté avec lui. Le plus classique, c'est les régimes sans sucre. Ça, par fréquence, c'est qu'il n'y a pas une semaine sans qu'on me parle d'un régime sans glucose. Moi, j'explique que le cerveau consomme du sucre, donc s'il n'y a pas de sucre, le cerveau ne va pas fonctionner, et que s'il n'y a pas de sucre, le foie va le fabriquer, et en prenant l'énergie dans le muscle. Donc c'est pas forcément une bonne chose. J'explique ça. Quand on a expliqué ça, quand on a apporté une information, déjà dans la relation de confiance, ça n'a pas été une opposition frontale, et j'ai expliqué pourquoi j'étais pas très partant. Et puis ça marche pas toujours. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut établir des contrats. D'accord, vous faites ce que vous voulez, mais votre contrat, c'est de pas perdre de poids. C'est que si vous faites un régime auquel je n'adhère pas particulièrement, vous y croyez. On le fait, c'est votre santé, puis c'est une relation, on se bat ensemble. Mais le contrat, c'est si vous perdez 1 kilo ou 1,5 kg ou 2 kilos, ça dépend. Et on arrête le régime. Et puis là, en général, il y a un contrat un peu de confiance. Mais on n'a pas perdu la confiance. On a négocié. On comprend donc bien que la relation de confiance entre un patient et ses soignants reste ainsi un repère essentiel tout au long du parcours de soins. Pour Johanna, atteinte d'un cancer du col de l'utérus, cette confiance a été l'un des piliers de son parcours. J'ai un très bon relationnel avec chaque professionnel de santé qui me suit, que ça soit mon oncologue, ma radiothérapeute et ma chirurgienne. 3 caractères et 3 bonnes femmes différentes avec qui ça match avec moi. Elles ont toujours été dans l'écoute, dans la bienveillance. Elles prennent le temps de répondre à mes questions. J'ai beau radoter, reposer parfois les mêmes questions au prochain rendez-vous. Je me suis jamais sentie brusquée ou offensée. Pour la petite histoire avec ma chirurgienne, c'était la première fois que je la rencontrais et je crois que comme je suis un petit peu parfois brute de décoffrage et que j'ai cette spontanéité de sortir les mots comme ils viennent, je l'ai un petit peu heurtée et du coup elle m'a dit mais si je vous conviens pas, si vous le sentez pas avec moi, vous êtes libre de changer de chirurgien ou de chirurgienne. Moi je vous force pas à m'avoir avec vous. Et là
Je l'ai regardé et je lui ai dit, c'est vous que je veux. Voilà, c'est vous que je veux parce que j'aime votre franchise et c'est avec des personnes comme ça que je veux avancer dans ma maladie. Je veux pas qu'on me mente, je veux pas qu'on me rassure. Moi, j'ai besoin qu'on me dise les choses telles qu'elles sont, même si elles sont dures à entendre, mais parce que derrière, j'ai en ma possession en tout cas ce qu'il faut. Voilà, j'ai ce qu'il faut pour tenir bon. Et du coup, je préfère qu'on soit 1000 fois honnête avec moi qu'on me baratine et justement où je vais descendre de 10 étages. Donc non, j'ai toujours eu un très bon rapport. Pour moi, que ça va du médecin à la personne qui nettoie ma chambre, au personnel de l'hôpital. Vraiment, j'ai toujours eu un immense respect pour tout le monde et je me suis vraiment très bien entendue avec tout le monde. Donc ça va à la personne qui me ramène mon repas, avec qui on va avoir quelques échanges, la personne qui nettoie ma chambre tous les jours pour qu'elle soit propre. Et donc elle me dit qu'est-ce que je fais par exemple et on se met à discuter parce que j'aime bien faire des coloriages mystères. Voilà, je sais pas si on connaît, mais ça occupe énormément. Et du coup, pour moi, tout ce petit monde m'a aidé à avancer dans la maladie, parce que ça va être un simple bonjour, ou un simple sourire, ou comment vous vous sentez aujourd'hui. Et c'est chaleureux et ça fait beaucoup de bien mentalement. Honnêtement, j'avais une méconnaissance du monde médical incroyable. À mon niveau, ça s'est arrêté à les choses de la vie quotidienne, hein, dentiste, kiné, médecin, voilà, quand on a un rhume. Mais là, le cancer ouvre une porte et derrière, il y a tout un petit monde qui s'active pour nous guérir. Et franchement, que ça soit même le mot perche à perfusion, des poches de globules rouges, de globules blancs, en fait, il y a tout un champ lexical, il y a tout un champ lexical autour de l'hôpital où du coup, j'ai appris énormément de choses par rapport à ça. Je vous dis vraiment, mon premier rendez-vous, il a démarré par la radiothérapeute et je me suis sentie perdue, désorientée parce que je comprenais pas ce que c'était une radiothérapeute, à quoi ça servait. Donc non, vraiment, au fur et à mesure et de ma maladie, de mon parcours, j'ai découvert une panoplie de personnel, de professionnels, et que ça soit aussi d'autres types de cancers. Moi j'ai un cancer particulier du col de l'utérus, mais voilà, en rencontrant d'autres femmes, en discutant avec elles, il y a aussi des termes propres au cancer du sein. Donc c'est hyper enrichissant et j'essaye toujours de trouver de la positivité, des bonnes choses dans ce qui m'arrive. Alors c'est pas toujours facile, on va pas se mentir, hein, c'est pas le monde des bisounours, la maladie. Mais par exemple, que ça soit de la personne éloignée dans mon entourage ou une connaissance, je prenais toutes les croyances, toutes les bonnes vibes, les bonnes ondes positives, parce que je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour m'en sortir. C'était important. Moi, c'est très important de voir souvent les mêmes personnes. Donc je parle ma relation avec les infirmières ou avec le corps médical en général. C'est quelque chose qui est important pour moi d'être suivie par les mêmes personnes. Et donc c'est vrai, à force, j'étais un petit peu connue des étages parce que j'étais souvent aux mêmes étages. Et donc il y a même la chef de service des infirmières qui, elle, en tout cas, à son étage, donc j'étais au 3e, elle venait voir vraiment tous les patients dans les chambres, elle les saluait, elle leur disait bonjour, elle nous disait bonjour, et voilà, elle nous demandait comment on se sentait, et elle faisait son petit tour. Et donc c'est vrai que c'était pareil pour les infirmières, infirmières, je voyais souvent les mêmes têtes, et en vrai, c'est quelque chose qui est agréable, en fait, dans le parcours de soins, c'est d'être suivi par les mêmes personnes, ça crée un aspect sécurisant en fait.
un peu, j'ai envie de dire, cocooning, même si on est à l'hôpital. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti pour ma part. Pour moi, c'est très important de leur demander « Et vous, comment vous allez aujourd'hui ?» C'est vraiment une question que j'ai pris l'habitude de retourner. Pour moi, c'est très important, ça va pas que dans un sens. Alexandra Bost a fait toute sa carrière en oncologie à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Elle y a commencé en tant qu'infirmière, puis a fondé une maison d'information à destination des patients. Souhaitant redevenir un acteur clé, au contact direct des patients, elle a aujourd'hui créé son poste d'infirmière de coordination au sein du service. Donc moi, dans mon métier d'infirmière de coordination, sur mon poste, je l'ai défini comme le lien entre la ville et l'hôpital. Je suis à l'écoute du patient dans ses problématiques qu'il vit au quotidien et je fais le lien avec les intervenants qui peuvent l'aider dans ses problématiques. On n'est pas un mini-médecin, on n'est pas une psychologue, mais on a un lien particulier avec le patient parce que il sait bien sûr, on connaît son dossier, mais on connaît ses problématiques. On essaye, enfin en tout cas, j'espère que un peu, c'est le profil qu'on recherche chez les infirmières de coordination, c'est d'être au plus près de la particularité du patient. Nous, c'est quand même des prises en charge très personnalisées. Du coup, c'est de reformuler ce qui a été dit, de bien comprendre la demande du patient pour pouvoir l'orienter au mieux vers l'intervenant et d'éviter toutes les situations complexes qui pourraient provoquer des situations urgentes comme de passage à l'hôpital et d'une prise en charge compliquée. Le profil d'une infirmière de coordination, c'est quand même basé sur les connaissances médicales, on va dire, ou paramédicales, plutôt techniques, mais aussi un sens du relationnel avec le patient et aussi un sens de la diplomatie avec les médecins, avec les autres instances, et une très grande adaptabilité et de la réactivité. Parce que il faut quand même respecter un délai sur certaines missions, comme une prise en charge d'un patient qui est pas bien en ville, enfin chez lui, il faut lui trouver une solution rapide. Est-ce qu'on peut le prendre maintenant? Non, il n'y a pas de place, mais il faut quand même qu'il vienne aux urgences. On lui trouvera une place dans un autre service. Oui, mais il veut pas. Bon, alors s'il veut pas, il faut qu'il aille aux urgences. Oui, mais aux urgences, il y a trop d'attentes. Bon, il faut qu'il voit quand même un médecin et je le vois demain matin. Donc au final, avec un peu de diplomatie, on a un parcours et après on arrive à l'adapter au patient qu'on a en face de soi parce qu'on sait comment aussi il peut réagir. En anecdote et quand je me remémore les patients qui m'ont marqué, je me souviens d'une patiente qui avait un cancer du poumon, qui était une dame à qui on avait diagnostiqué son cancer déjà il y a plusieurs mois, qui avait un très mauvais pronostic. Et au moment où je l'ai accompagnée, il me semble que je l'avais vue en consultation d'annonce, mais de récidive, et qu'on lui annonçait donc un traitement de dernière chance qui, on savait, allait plutôt du palliatif pour alléger ses symptômes. Et c'était une dame très haut en couleur, une artiste qui venait, je crois, du Brésil, qui avait beaucoup d'amis artistes. Elle avait un accent plein de soleil et je me souviens toujours nos entretiens où elle parlait pas beaucoup de la maladie, alors que moi j'étais pour ça. Mais au travers de nos conversations, on voyait un petit peu les moments où c'était difficile pour elle, quand elle recevait ses amis, qu'elle avait des symptômes qu'elle pouvait plus masquer, ce genre de choses. Et au fur et à mesure des entretiens, il y a plusieurs situations où elle était en opposition du soin, parce que pour elle, tout allait mieux, qu'elle pourrait aller retourner voir sa famille au pays, etc. Et nous, en tant que soignants, on savait bien l'échéance et j'essayais au fur et à mesure de mes entretiens de lui faire comprendre que... Et au bout d'un moment, je me suis dit, je pense que cette dame, elle va jamais pas accepter Mais moi, mon inquiétude, c'était qu'elle soit prête, en fait. Qu'elle n'ait pas de regret de ne pas avoir vu peut-être sa famille ou d'avoir pas pu mettre des choses en place ou
pas pu aller voir son exposition qu'elle rêvait de voir depuis des années. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, les patients, ils ont leur cheminement, qu'on leur donne les informations au moment où ils sont prêts, qu'on les forçait. En plus, voilà, ce qui se passait, c'est qu'avec d'autres intervenants, elle s'était mise en opposition et du coup, elle avait coupé court à tout entretien avec eux. Donc du coup, c'était difficile d'après de renouer le lien et donc j'essayais justement de moi ne pas couper ce lien. Et cette dame, jusqu'au bout, je l'ai accompagnée parce que moi, dans ma prise en charge, je commence par un entretien en direct et après, je laisse mes coordonnées. C'est les patients qui me contactent. Donc, je savais que cette patiente, elle m'appelait toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et j'avais l'impression que ça n'avançait à rien, en fait, qu'elle me répétait toujours les mêmes choses et que moi, je lui répétais toujours les mêmes choses Et jusqu'à la fin, on a gardé contact. Je suis allée la voir en hospitalisation. Le dernier jour où elle est venue en hôpital de jour, on lui expliquait qu'elle allait perdre ses cheveux, etc. Et je lui avais proposé, si vous voulez, on propose des chapeaux. Parce que vous savez que ce produit va être nocif pour la peau et notamment si vous sortez et que vous pouvez avoir des gros coups de soleil. Et donc, je lui ai proposé un chapeau parce qu'on en avait dans le service, on en proposait aux patients qui avaient ce traitement. Et elle était tellement reconnaissante d'avoir eu ce chapeau et que je savais qu'elle l'utiliserait pas parce qu'elle allait directement aller en hospitalisation. Et cette dame, elle le savait, je sais, au fond, et on se l'est dit entre sans mots, quoi. Mais juste au regard et je savais que finalement, je pense que ça lui avait donné un peu de baume au cœur et de considérer qu'en fait, il y avait peut-être un après, même si c'était compromis. Donc moi, déjà, cette patiente, ça m'avait touchée et ça m'avait fait évoluer sur la prise en charge et des messages qu'on veut faire passer, en fait. Au quotidien, Alexandra ne se contente pas de coordonner les parcours de soins. Son rôle lui permet aussi d'identifier les besoins des patients et d'imaginer de nouvelles façons de les accompagner. Avec l'évolution de nos sociétés, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans la presse. Et c'est ce qu'on constate un petit peu en consultation d'annonce, toujours. Quoique, au moment où on les rencontre, ils sont quand même un peu sidérés. Pas forcément à l'écoute. Donc, on essaye d'être concis. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'essaye d'être concise. Je remets quand même beaucoup de documents parce que je me dis que à l'issue d'un entretien, on n'a pas forcément tout écouté, mais on peut se référer à des documents si on a des questions. Et surtout, je mets l'accent sur un programme qu'on a mis en place d'éducation thérapeutique pour faire passer les informations d'une manière différente, c'est-à-dire pas ascendant-descendant, mais plutôt de manière ludique, pratico-pratique et surtout permettre un échange entre les patients. Donc, on a travaillé en équipe pour aborder différents thèmes. On a tout d'abord interrogé une centaine de patients qui étaient pris en charge chez nous pour savoir quelles étaient leurs attentes. Et on a interrogé aussi les soignants pour savoir quelles étaient leurs attentes aussi sur un programme d'éducation thérapeutique. Et déjà, on a vu une différence. C'est qu'on s'est rendu compte que les messages que les soignants voulaient passer n'étaient pas forcément les messages que étaient en attente les patients. Du coup, on a fait un compromis et donc 4 thèmes sont ressortis de notre programme. Donc, tout d'abord, tout ce qui était signe d'alerte. Qu'est-ce que le patient doit mettre en place à la maison? Quelle prévention peut-il mettre en place pour éviter les effets secondaires? Et qui contacter en cas d'effets secondaires? Quelle était la conduite à tenir? On a fait un programme aussi sur les effets secondaires cutanés. Donc là, c'était vraiment des choses que les patients pouvaient constater de visu, avec donc une infirmière en bioesthétique avec des choses très pratico-pratiques. On a aussi fait sur le thème de l'activité physique adaptée, donc vraiment faire prendre conscience au patient qu'il est complètement acteur de sa prise en charge, que là, il peut lui-même maîtriser certaines choses dans sa maladie, en fait,
en faisant une activité physique, mais on parle d'activité physique en faisant du sport, mais aussi monter un escalier pour rentrer chez soi, faire du jardinage, faire son ménage, ça faisait partie aussi de ça, de cette activité physique. Et un atelier aussi sur la diététique, mais surtout axé sur les idées reçues qu'on peut voir justement sur Internet. Est-ce que je dois jeûner avant la chimio? Est-ce que je dois faire un régime sans sucre? Ce genre d'idées reçues, où justement un diététicien et une infirmière reprend toutes ces questions avec les patients. Les retours des patients des ateliers d'éducation thérapeutique jusqu'à présent sont très positifs. Ça fait 2 ans qu'on a mis en place ce programme. Et ils sont très contents surtout des échanges qui se font entre patients, parce que ça déculpabilise et ça humanise les traitements, ce qu'ils vivent, etc. Puis c'est surtout qu'ils ont plein d'astuces que nous, on n'a pas ou qu'on n'est pas en droit de donner. J'ai un exemple en tête, pendant un atelier sur les effets secondaires cutanés. Il y avait des patientes qui étaient autour de la table, on échangeait, on faisait notre atelier, et il y a une dame déjà au début de l'atelier, elle venait un petit peu à reculons parce que elle avait peur, c'était au début de son parcours, elle avait plein de questions, et il y avait une autre dame qui était même plutôt en fin et pas du bon versant de la fin de son parcours, qui était là, mais qui était hyper dynamique et tout. Et à un moment donné, la première patiente qui était un petit peu recroquevillée sur elle-même, elle dit « Oui, mais moi, vous vous rendez compte, je vais perdre mes cheveux, c'est une catastrophe. » Donc nous, on essayait d'un petit peu temporiser les choses. Et au bout d'un moment, la deuxième patiente, qui était très dynamique, lui dit « Bon, écoutez, c'est pas grave, ça va repousser, vous mettez une belle perruque et puis c'est tout. » Et puis la dame, vraiment, elle s'est libérée, la première personne, elle est sortie de l'atelier enchantée, elle voulait faire tous les autres ateliers parce que justement, ça lui a permis d'apprendre plein de choses qu'elle pouvait elle-même mettre en pratique. Pour les programmes d'éducation thérapeutique, vous pouvez vous renseigner sur les sites de vos lieux de prise en charge, que ce soit l'hôpital, les centres. Il y a aussi la Ligue contre le cancer qui peut proposer des ateliers d'éducation thérapeutique. Et en cancérologie, il y a peu de programmes parce que les patients, ils ont un contexte particulier. Ça dépend de leur fatigue, ça dépend de leur planning de soins. Il faut que le patient il vienne régulièrement à l'hôpital. Donc déjà, s'il vient une fois par semaine et qu'il habite loin, il faut qu'il se redéplace encore pour des ateliers. Donc l'éducation thérapeutique en cancérologie, c'est plus compliqué à mettre en place que pour des maladies chroniques autres que le cancer. Cette volonté d'améliorer la prise en charge des patients ne s'arrête pas aux ateliers d'éducation thérapeutique. En effet, Alexandra a également choisi d'élargir son champ de compétences en se formant à une nouvelle technique destinée à mieux accompagner les patients confrontés aux effets secondaires des traitements. Donc, concernant les effets secondaires qu'on remarque chez les patients, il y a quand même certains pour lesquels on peut être bénéfique avec certains traitements médicamenteux ou des soins de support. Mais il y a certains effets secondaires qui sont souvent retenus et sur lesquels on n'a pas beaucoup de prise. C'est notamment les paresthésies au niveau des mains et des pieds, les dermatites, les radiodermites, les mucites sont des effets secondaires très douloureux pour les patients. Et dans notre service, on a voulu s'intéresser à une nouvelle technique qui s'appelle la photobiomodulation, qui est une technique avec des lumières rouges et proches infrarouges que l'on applique directement sur le derme et qui vise en fait à favoriser la cicatrisation des tissus, de réoxygéner et de permettre une nette amélioration, voire une guérison des lésions cutanées. Et donc on a voulu porter ce projet avec une équipe médicale et paramédicale. Enfin bon, je suis la seule infirmière pour l'instant formée à ce projet. Nous avons pour but aussi de former une autre collègue pour participer à ce projet avec donc 3 autres médecins oncologues, avec un oncologue d'oncologie digestive, un oncologue d'oncologie thoracique et un oncologue plutôt surveillant radiothérapie. Donc comme ça, on a une vision un petit peu globale des possibilités de traitement.
Ce qui est surtout intéressant avec cette nouvelle innovation, c'est que c'est sans effet secondaire et c'est un traitement non médicamenteux. Donc le patient n'a pas de contrainte d'interaction médicamenteuse et c'est indolore et donc le patient y voit moins de contraintes aussi. On retient souvent les grandes étapes d'un parcours contre le cancer. Le diagnostic, les traitements, la rémission. Pourtant, ce sont parfois les détails qui restent en mémoire. Une infirmière qui prend quelques minutes de plus, un médecin qui pose une question inattendue, un kinésithérapeute qui écoute avant de soigner. C'est peut-être cela que racontent tous les témoignages de cet épisode. Derrière la médecine, il y a toujours des rencontres. Cet épisode du Cancer et moi vous est présenté par Amanda Scott, réalisé par Marianne Jolin et Charlotte Lepage, mixé par Léo Westphal et produit par Géol Média. Merci à tous les intervenants de cet épisode qui ont accepté de nous partager leur quotidien et leur expertise. Enfin, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute.